It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Kwekwe, je m'appelle Karine Awashish, je suis de la nation Atikamekw et je suis membre fondatrice de Coop Nitaskinan. Aujourd'hui, on jase de tout avec un point de vue autochtone, art, bouffe, actualité et bien plus. Bienvenue dans les rencontres du Nitaskinan. Kwekwe, Jacques, contente de t'accueillir à notre entretien aujourd'hui. Vraiment heureuse. En plus, j'avais tellement hâte de parler de bouffe avec toi. Comment vas-tu? Moi, je vais très bien, même si je suis enrhumé un petit peu ce matin. Mais par contre, c'est tout le temps un bon temps pour parler de bouffe. Mais oui, tu m'étonnes. Hein? En fait, c'est ça. Tellement chanceux, je trouve, ce matin de te rencontrer parce que je te suis depuis le début de ton aventure, hein, en tout cas, ton entreprise, ta passion pour partager la culture culinaire de ta nation. Mais avant qu'on entre sur le sujet, j'aimerais qu'on apprenne à te connaître un peu plus. Moi, je te connais, mais je voudrais que nos auditeurs puissent aussi apprendre à te connaître. Dis-moi, présente-toi un peu. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et que fais-tu dans la vie? Mon Dieu, c'est des grandes questions aujourd'hui. Bonjour, Kwaniemziwi, je m'appelle Jacques Thériault-Watso. Je suis un Abénaki d'Odanak. Je suis d'un certain âge et depuis 3 ans maintenant, j'ai une entreprise qui s'appelle Sagamité Watso. Sagamité, c'est un mot abénaki qui veut dire une bouillie de maïs. Et ça a été francicisé avec le temps, mais par contre, on tient encore ce mot-là dans notre langage. Et c'est une soupe du patrimoine culinaire des Abénakis d'Odanak. C'est une soupe à base d'haricots, de maïs lessivé, mais on met de la viande de bois qu'on a apportée. Donc, moi, Jacques Watso, je suis Abénaki d'Odanak. Je suis un élu au Conseil des Abénakis depuis maintenant 15 ans. Ça fait longtemps que je fais de la politique. Je suis impliqué au niveau culturel de ma communauté via le groupe de chant, des groupes de tambour. Je participe activement à la vie communautaire. C'est quelque chose qui est inné en moi depuis toujours. Et malgré la politique, je m'intéresse beaucoup à la culture des Premières Nations, les grands enjeux des Premières Nations. Mais un des enjeux aussi, c'est la sécurisation alimentaire. Oui. Et c'est un petit peu dans ce principe-là que j'ai parti mon entreprise de Sagamité Watso, qui est partie durant la COVID. OK, bon, ben c'est vraiment intéressant parce que tu t'expliques là, bien, je te suis, on se connaît depuis déjà plusieurs années, hein, Jacques. Donc, je savais ton implication au niveau politique, je connais aussi ta grande implication communautaire dans ta communauté, puis aussi près de ta nation. Mais depuis, justement, ces dernières années, là, je découvre une facette qui est ta passion pour la bouffe, puis je savais pas, mais tu sais, c'est intéressant de savoir que tu avais le goût de montrer un exemple de solution, là, justement, à l'insécurité alimentaire. On va s'en reparler, mais d'abord, je veux savoir d'où vient ta passion pour la bouffe, pour justement proposer un produit comme la sagamité. Là, d'ailleurs, on va s'en parler de la sagamité aussi. Je ne veux pas faire de débat, mais la sagamité est présente aussi dans d'autres nations. Mais d'abord, je veux savoir d'où vient cette passion-là pour la bouffe, en fait. La bouffe, pour ceux qui me connaissent, là, ils savent que je suis du clan de l'ours. Alors, on aime ça manger, nous, les ours, et ça fait partie de notre existence, là, l'alimentation. On aime ça de la bonne bouffe chez les Abénakis, puis partout chez les Premières Nations. On aime ça bien manger. On aime ça des bons aliments, on aime ça des tables bien remplies, puis beaucoup de gens autour de la table. Fait que l'alimentation, ça a une valeur culturelle, spirituelle et communautaire chez nous. Et ma passion est venue durant le COVID. Bon, premièrement, on était tous confinés et les journées étaient longues.
c'est beau faire de la politique ou quoi que ce soit, mais quand on est seul à la maison, mais pas seul à la maison, dans notre petite famille reclus à la maison pendant plusieurs mois, je tournais en rond, fait que je me suis mis à cuisiner. Étant donné que je suis vraiment occupé de mes journées, j'avais pas le temps de cuisiner. Fait que j'ai recommencé à cuisiner. Et cette passion m'est revenue parce que j'ai appris à cuisiner par ma famille, ma mère, mes oncles qui étaient de grands chefs. Pas des chefs professionnels, mais des chefs abénakis, là, de l'art culinaire, du gibier puis des aliments traditionnels. Et j'ai retrouvé cette passion-là. Prendre le temps de bien cuisiner, prendre le temps de laisser mijoter ta sagamité, ça prend quand même du temps à mijoter. Puis dans la vie express d'aujourd'hui, on n'a jamais le temps de prendre le temps de s'asseoir puis de bien cuisiner, prendre le temps de préparer des repas. Fait que j'ai commencé à confectionner ça. L'idée m'est venue en faisant le tour de l'épicerie, parce que la seule sortie qu'on avait dans le COVID, c'était à l'épicerie. Oui. Je prenais mon temps de circuler dans les allées puis lire tous les ingrédients de chaque aliment. Ça occupait une grande partie de la journée. Je suis tombé sur un pot maçon de soupe ministrum qui était étagé d'aliments secs. Et puis l'idée m'est venue, j'ai dit « ça serait intéressant d'avoir une sagamité ». En plus de cuisiner à la maison, j'ai commencé à rechercher un ingrédient qui manquait à la cuisson, c'était le maïs lessivé. Ouais. Le maïs lessivé, c'est un maïs traditionnel qui est traditionnellement bouilli comme une potasse pour retirer l'écaille. Après ça, nettoyer, sécher, donc nettoyer, lessiver. Et ça permet au grain de maïs d'avoir sa pleine expansion dans nos plats cuisinés. J'ai trouvé, via nos amis sud-américains qui habitent en ville, leur fournisseur de maïs, puisque le maïs, il transcende les frontières, là, puis ça vient de toutes les Amériques. J'ai confectionné des pots maçons que j'offrais à la communauté. C'était un passe-temps que j'avais. J'ai dit, tant qu'à être confinés à la maison, mais tous cuisiner et se réapproprier nos plats traditionnels. Les gens ont commencé à cuisiner mon plat. Puis l'idée, suite aux suggestions des membres de ma communauté, dit tu devrais commercialiser et faire découvrir notre plat, parce que nous, on appelait ça la soupe indienne avant au Danak. C'est moins politiquement correct de nos jours, là. Mais une bonne soupe indienne avec la viande de bois, c'est toujours bon. J'ai dit, ça serait une bonne idée. Puis sagamité, c'est le nom qu'on donnait. Sinon, ça vient du mot sagabon, qui veut dire bouillie de maïs en abénaki. OK. Et j'ai voulu partager. Les gens ont apprécié. Fait que de fil en aiguille, j'ai commencé à commercialiser. Et c'est un monde vraiment nouveau qui s'ouvre à moi, le monde du commerce alimentaire. Là, c'est quelque chose. C'est une aventure, mais quelle fantastique idée, puis quelle belle initiative que tu as mis en place, là, honnêtement, de rendre accessible là, cette sagamité-là à tous, parce que c'est la première fois que je vois ça déjà au Québec. Je ne sais pas si ça se fait ailleurs, mais tu es un pionnier, là, je trouve. Suis un pionnier de l'haricot. De l'haricot, de la sag, comme on le dit dans notre jargon, là, on se fait une bonne sag. Donc, vraiment, merci. Je sais que je remercie pour tous ceux qui vont découvrir la sagamité grâce à toi, là. Puis je suis sûre que déjà, ça fait écho. Nous, à la boutique à Onigam, en tout cas, on en vend, puis ça part assez facilement. Je vous le dis quelque chose. Et merci de nous partager aussi, tu sais, cette histoire-là de la sagamité chez vous, de ton l'héritage culinaire. Hein? Tu sais, la bouffe, là, nos plats traditionnels, c'est des histoires de famille, c'est des histoires de nos communautés aussi. Ça tu sais, c'est ce qu'on porte puis qu'on offre. Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant, puis aussi, moi, ça me passionne. Là, ceux qui me connaissent savent que j'adore cuisiner, j'adore goûter à toutes sortes de choses. Puis effectivement, pendant la pandémie, moi, j'ai repris aussi le goût de cuisiner. J'ai même, en tout cas, je dirais que j'ai peaufiné mon art là, de faire de la pâte à pizza. Moi, pendant la pandémie, c'est ça que j'ai fait. Mais sinon, oui, on a fait de la sag, nous aussi. Puis je trouve ça vraiment là, génial que tu nous fasses rendre ça accessible à tous. Merci.
Mais en même temps, moi, ça me valorise, puis ça valorise ma communauté aussi. C'est un plat qui méritait d'être découvert, parce que quand on parle de bouffe traditionnelle des Premières Nations, la première chose qui vient en tête, c'est les Indian tacos, des powwows. Mais au-delà de ça, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Chaque communauté a ses spécialités, puis ça mérite d'être découvert. Puis au sud du Québec, puis surtout en Ontario aussi, on a beaucoup de variétés de sagamité, de soupe de maïs. Il y a beaucoup de avec grains cette d'haricots. base-là. Ouais. Avec la base. Fait que nous, à Odanak, ça a été aussi une soupe de survie. Petite anecdote, c'est que ma mère, elle m'avait guidé, elle habitait chez nous, puis elle avait de la difficulté à manger de la sagamité, parce que ça rappelait des souvenirs de son enfance, parce qu'il ne mangeait que de la sagamité dans une période d'extrême pauvreté qui a eu lieu à Odanak dans les années 50-60. Les gens ne mangeaient que de la sagamité. Eux, chez ma mère, ils élevaient des cochons qu'ils vendaient à Pierreville, le village voisin. Et en échange, ils achetaient des haricots, du maïs, du lard, de la farine pour passer l'hiver. Puis les garçons allaient attraper du petit gibier. Le gros gibier il avait disparu dans les années 50 et 60. 70 sont revenus, le gros gibier, le chevreuil, puis quelques ornières. Ouais. Mais pour l'ensemble, ils attrapaient le radeau, ou ils allaient à la chasse à l'outarde. Et il y avait le lièvre, fait que ça prenait des protéines pour mettre dans la soupe, fait que c'était incorporé à la soupe. Mais elle se rappelait qu'on mangeait beaucoup de sagamité, puis beaucoup de poissons fumés. C'était que ça qu'on mangeait, fait qu'il y avait comme un blocage, puis elle me contait cette histoire-là. C'était une soupe de survie. Nous autres, on appelait ça une soupe de survie quand il était jeune. Mais c'était un bon repas pareil. C'est riche, c'est consistant, c'est protéiné, il y a beaucoup de fibres. Et ça a assuré la survie de ma communauté. Fait qu'il y a cet aspect-là socio-économique de survie, parce que c'est pas juste aujourd'hui qu'on parle de sécurité alimentaire. Dans les Ça communautés, date aussi de l'époque. Donc, ça porte aussi cette histoire-là. Merci de nous le partager. Puis, d'ailleurs, je voudrais qu'on se situe un peu où est-ce qu'elle est ta communauté. Puis après, parlons de la sagamité en tant que telle. Odanak, c'est situé dans la région, là, tout près de Sorel. On est au centre du Québec. Oui. Et c'est entre Nicolette et Sorel, ou Sorel et Nicolette est près d'Odanak. Oui. J'aime mieux dire ça de même. Oui. Et au Québec, il y a 11 nations. Les Abénaquis en étant une des 11. Et il y a 2 communautés Abénaquis, Odanak et Wolinak. Nous sommes sur la rivière Saint-François depuis des temps immémoriaux. C'était la partie nord de notre territoire traditionnel. On était surtout au sud du Québec, puis le nord des États-Unis, la Nouvelle-Angleterre. Avec les guerres coloniales, on a été déplacés, puis le système de réserve a fait en sorte qu'on s'est ramassé à Odanak, et puis... Comme partout en Amérique, là, on s'est fait déposséder tranquillement et on s'est ramassé dans le It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. petite communauté d'Odanak. D'Odanak. Ben oui, parce que moi, j'aime bien parler du territoire aussi, parce que c'est de là aussi, là, on peut voir à peu près quelles ressources on a. Là, tu as parlé de poissons fumés. Hein? Il y a beaucoup d'esturgeons dans le coin. Là, tu disais que j'avais du gros gibier qui a comme un peu, à cause des terres agricoles là, de la région, j'ai l'impression qu'il a fait un peu, je ne veux pas dire chasser les gros gibiers, mais comme tu dis, ils sont revenus dans les années 70. Mais sinon, c'est ça, beaucoup de petits gibiers. Là-bas, la chasse, hein, pour la chasse. Puis bien sûr, l'agriculture, que j'imagine aussi faisait partie un peu du mode de vie de ta communauté. Et la sagamité, qui est, oui, effectivement, je pense, toute nation a un peu sa soupe, hein? Sa soupe qui nécessite un peu de gibier pour pouvoir faire un bon bouillon, puis après ça, on agrémente là, d'autres ingrédients. Tu as parlé déjà qu'il y a du maïs lessivé. Quoi d'autre qu'on retrouve dans la sagamité, en fait? Ah, ben moi, depuis que j'ai commencé mon commerce, là, je fais beaucoup de marchés, de powwow, de festivals. Je fais de l'animation dans des milieux scolaires, que ce soit académique ou
collégial ou secondaire. Et je dis tout le temps, un des ingrédients principaux, c'est la réconciliation. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de partage dans la sagamité. Mais il y a aussi des haricots. Fait que moi, je mets 9 variétés d'haricots qui sont toutes des haricots qui sont poussés au Canada. Et certains me demandent, est-ce que c'est des grains ancestraux? C'est revenu à quelques reprises. J'ai dit, j'ai pas les grains qui étaient là à l'époque de Jacques Cartier, mais on a des grains qui ont évolué sur notre territoire, qui ont grandi, puis ont été replantés d'année en année, de siècle en siècle. Et étant donné qu'Odanak a été dépossédé de son territoire traditionnel, ils ont installé dans un marécage. Odanak, c'est une swamp. Nos belles terres riches et fertiles ont servi à d'autres personnes. Bon, on n'embarque pas dans ce débat-là, mais par contre, c'est quand même notre territoire traditionnel. Et sur ce territoire-là viennent les haricots. Fait que j'ai 9 variétés d'haricots dans mon mélange de sagamité. Dans mon mélange, il y a le maïs lessivé, des épices, un mélange d'épices secret maison et un bouillon de bœuf. Il suffit de le laisser mijoter. Et ça permet de conter des histoires. Si tu fais cuisiner, tu rajoutes une viande de bois, mais il y a tout le temps une histoire de chasse ou de pêche ou de trapage qui vient avec cette prise-là, exact. Si c'est un chevreuil, tu as une histoire de chasse, là, puis les menteries qui viennent avec. Là, c'est important de bien agrémenter. Puis chaque gibier nuance la saveur de la sagamité, qui est à la base excellente, là, Donc, je rappelle de ça. Ben, moi, je sais que j'ai entendu souvent, puis tu sais que mon conjoint, moi, vient de Wendake, donc la nation Wendat a aussi sa sagamité, mais on parlait des 3 sœurs. Hein? Les 3 sœurs, qui est dans, probablement, pour beaucoup de nations aussi, comme les Abénakis, mais aussi les Mohawks et les Wendat, vont parler beaucoup des 3 sœurs, qui sont ces 3 ingrédients, on va dire, plantes, le fameux haricot, la fameuse fève rouge, en général. Il y a le maïs et il y a la courge. La courge, est-ce qu'elle est présente dans ta recette? Dans celle-ci, non. Mais j'ai une autre variété qui s'appelle Nijakasawak, qui veut dire les sœurs. Oui. Les sœurs Watsu. Je l'appelle Nijakasawak Watsu. Et je me retends Watsu à la fin de mes produits. Tu fais bien. Tu fais bien. On n'est pas beaucoup. Il reste une trentaine de Watsu sur la planète, mais on aime ça laisser notre marque. Tu fais bien. Et dans ce produit-là, en fait, là, tu mets en valeur la courge. C'est la soupe des 3 sœurs. Ah, OK. Et, justement, au Danak, on a ouvert un café qui s'appelle le Café Masco. Puis on fait découvrir des plats traditionnels abénakis. Une fusion de contemporaine, c'est un menu minimaliste. Et puis, on offre souvent la soupe des 3 sœurs, mais il y a tout le temps de la sagamité avec du cerf rouge dedans pour les gens. Puis, on veut que ça soit une découverte culinaire pour les gens qui viennent visiter la communauté, mais aussi les gens de ma communauté qui veulent se réapproprier le propre art culinaire. Ben oui, c'est ça. Puis Masco, en passant, ça veut dire ours. Une petite référence aussi à ton clan. Ben oui, ben c'est ça. C'est pas toutes les sagamités non plus où on retrouve les 3 sœurs. Je sais que à mon conjoint, lui, sa recette, on n'en met pas de courge. On met par contre, là, bien sûr, le maïs lessivé, la fève, toujours avec une base de bouillon là, qu'on a. Soit, nous, c'est beaucoup avec le bœuf, ou si on a de l'orignal, c'est sûr qu'on en met. Mais je sais que parfois, il me parlait de poisson, hein, des bases aussi de poisson dans la sagamité. Fait que, tu sais, c'est assez versatile comme ça. Puis nous, ce qu'on a dans la recette à mon conjoint, lui, nous, on ajoute des graines de tournesol, nous, dans notre soupe. Ça fait un petit kick, je trouve. Là. Il a toujours été spécial, ton conjoint. C'est bien correct. Ben, je t'en ferai goûter, on l'aime diras. On l'aime demain. Mais non, on rajoute qu'est-ce qui est à la portée aussi. Là. Moi, je rajoute parfois, là, j'appelle ça les légumes économes.
On parle de sécurité alimentaire, mais c'est Oui. important de bien magasiner. Puis les aliments, les légumes ne sont pas tout le temps abordables. Ça Ouais. va selon les saisons. Fait que tu peux rajouter les légumes économes. C'est le céleri, les carottes, les oignons et du chou. OK. Fait que rajoutes tu ça. pourrais ajouter Fait que ça donne aussi un kick. Là, parce qu'on n'est pas fort sur les légumes chez les Premières Nations. Non. Là, c'est pas la priorité numéro 1. Par contre, les oignons, c'est tout le temps omniprésent dans Oui. tout. Là. Mais on peut rajouter ça. Puis c'est tout le temps abordable à l'année. Fait que ça fait des soupes repas riches et consistantes, en plus avec des protéines qu'on peut trouver sur le territoire. Tantôt, tu parlais de poissons fumés, les esturgeons. Comme l'esturgeon, c'est l'emblème de la nation abénaquise d'Odanak. Et on fait souvent du poisson fumé. Certains vont rajouter du poisson à la sagamité. C'est moins fréquent, là, mais c'est une soupe aussi de survie où quand tu es en territoire, ben, qu'est-ce que tu as à la portée? Tu la mets dans la soupe. Oui, puis tu sais, quand on fait cuire, on fait bouillir là, des fonds, des os, ou, tu sais, ça nous permettait de créer un plat, une base, en tout cas, d'un mets où on pouvait ajouter, puis ça devenait quand même quelque chose de consistant et qui pouvait nous tenir, tu sais, au moins, surtout quand on avait des périodes où on avait moins accès ou moins de nourriture, je dirais. La soupe devient un aliment de survie, hein, un mets de survie, là, comme tu as dit tout à l'heure. Puis, moi, j'ai le goût aussi de parler de... On parlait de gibier, là. Es-tu un chasseur? Fais-tu beaucoup de chasse? Cuisines-tu beaucoup de viande de bois, comme on dit? La viande de bois, c'est important parce que c'est tellement bon. Oui. C'est tellement varié. Puis, c'est le temps qui manque à la chasse. Il y a beaucoup de chasse. La chasse, c'est pas juste aller tuer un orignal, là, c'est plus que ça. C'est d'apprêter... de planifier ta chasse selon les saisons, selon le gibier que tu veux chasser. Et puis, chez nous, au centre du Québec, c'est surtout du chevreuil qu'on a comme gros gibier. Fait que moi, je vais aller au mois de décembre à la chasse. Parce que l'automne, octobre, novembre, c'est les plus jeunes. Là, ils sont tout le temps en compétition pour trouver le plus gros buck. Fait qu'on laisse les jeunes aller chasser leur gros buck, puis nous, on passe après les plus vieux, là, parce que le trafic dans le bois s'est calmé. C'est Puis calmé. Le gibier s'est calmé aussi. Là, la chasse est plus facile, là, parce qu'on est des vieux sages, nous autres. Là, Oui. Puis je veux mentionner quelque chose, tu sais, puis je veux, en tout cas, je veux tuer ce préjugé-là. Là. En fait, c'est que nous, les Autochtones, effectivement, on peut chasser... entre guillemets, à l'année, mais c'est pas dans un mode de vie, dans notre mode de vie, dans notre culture, de les prélever des animaux là, en tout temps. C'est selon, comme tu as dit, selon un rythme saisonnier. Exactement. Le gibier... on a appris à chasser ou en tout cas les gibiers en fonction d'un rythme de saison. Puis c'est pas tous les mois qu'on a accès où on va chercher du chevreuil ou de l'orignal. C'est vraiment des périodes spécifiques. Hein? Exactement. Puis aussi, il faut assurer la survie des espèces. C'est ça. C'est une bonne gestion du gibier en tant que tel. Puis, il ne faut pas abuser non plus. Quand on va à la chasse à l'outarde, on prend qu'est-ce qu'on a de besoin. On ne va pas tuer 400 outardes pour le plaisir du sport. Là. Il y en a qui font ça, là, nos voisins apprécient la chasse au canard. C'est plus un sport qu'une chasse de subsistance. De mode de vie, oui, c'est ça. De mode de vie, exactement. Ouais. Puis selon les saisons, on a ces gibiers. Au printemps, c'est la chasse, pas la chasse, mais la trappe au radeau. OK. Fait que, nous, on mange du radeau chez nous. Ah, ça oui? se fait au printemps, puis, mais ça se fait pas à l'automne. Fait qu'il y a des saisons pour chaque gibier. Les gens planifient leur saison. L'été, c'est pour la pêche. Puis Exactement. l'hiver, c'est la pêche sur glace. Fait qu'il y a des saisons. Puis surtout à l'automne, ben, c'est le rut du chevreuil. Fait qu'après ça, ben, on sait que les femelles sont enceintes. Fait qu'on on va pas chasser une femelle sachant qu'elle est porteuse de vie. Ouais. C'est une chasse qui est faite consciencieusement, en respect de l'animal. De la nature, de l'animal, mais aussi sa capacité de reproduction. On ne veut pas éliminer l'espèce au complet pour avoir tout le temps accès
de la viande pour tout le monde, assurer la pérennité du gibier. Là. Oui, puis, tu sais, dans le fond, comme on disait, c'est ça, c'est un rythme de saison, mais guidé par des connaissances aussi qui a été transmis. Exactement. Donc, tu sais, en été, on le sait que le poisson va être abondant, les petits fruits vont être là. À l'automne, bon, là, c'est la période de la chasse au gros gibier, on le sait. En hiver, oui, on va faire un peu de la petite chasse qu'on appelle, là, tu sais, perdrix, lièvre. Et là, le printemps qui arrive, il y a les oiseaux migrateurs, les outardes, les canards. Et après ça, on recommence le cycle, en fait, un peu comme c'est comme ça. Chaque saison nous offre un peu les fruits là, et la nature aussi nous offre pour tout, pour qu'on puisse maintenir notre mode de vie puis notre survie, puis en respectant ce rythme-là, sa régénérescence, puis le cycle de la vie. Mais il faut se rappeler que chacun des membres des Premières Nations est responsable de son territoire, est gardien de ce territoire-là, est gardien de cette culture-là, de gardien de leur langue, de leur territoire, de leur occupation de ce territoire-là aussi. On n'est pas des scientifiques, mais on connaît ces valeurs traditionnelles-là, ou ces enseignements traditionnels-là qui nous donnent instinctivement la connaissance du territoire, puis la saine gestion de ce territoire-là. On n'a pas besoin d'un biologiste pour nous dire comment assurer la survie d'une espèce sur notre propre territoire, parce que c'est inné en nous. C'est ça qui arrive. Là. C'est inné. On est responsable. L'histoire de braconnage des Indiens, c'est tous des braconneux. Là. C'est pas le cas. Non, c'est non. pas le cas. Non, puis par rapport à la proportion aussi qu'on est en tant que, mettons, par exemple, de chasseurs versus la proportion de chasseurs non autochtones, là, il y a un décalage total. Là. Fait qu'il faut pas dire que, ça serait croire à tort qu'on a un impact énorme sur nos territoires en matière de chasse. Enfin, bref. Mais ce que j'aime aussi dans notre conversation là, en ce moment, c'est ce rythme-là, ce lien-là, les connaissances, ce devoir qu'ont les Premières Nations d'être gardiens des territoires. Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Et forgé avec des centaines d'années, même des millénaires, forcément a créé ce lien spirituel-là que tu as abordé au début, dès le début. Ce lien-là, je pense que manger, c'est un mode de vie, mais c'est aussi, comment on dit, un récit, c'est un héritage, mais c'est aussi ce lien spirituel qu'on a avec notre territoire. Puis je pense qu'on oublie parfois que quand on manger, c'est faire aussi respecter, faire le lien, savoir d'où viennent nos aliments. Je pense que c'est encore plus important si on veut éviter justement des gaspillages ou des... et je pense dans la culture autochtone, on peut peut-être... Si on peut partager cet aspect-là, je pense ça peut être important de créer le lien avec l'aliment. Tu sais, ça fait des connexions, non seulement en famille, là, bien manger, mais aussi, je pense, avec la nature, d'où elle vient. Je trouve que c'est quelque chose que j'ai appris en haute fin, moi, dans... Ben, c'est vrai ce que tu dis, parce que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, là. C'est pas ça pour me vanter, là. Mais j'ai beaucoup visité des Premières Nations un peu partout en Amérique. Et la bouffe fait partie tout le temps du cérémonial. Ça fait toujours partie les grandes discussions. Ça fait toujours partie d'une cérémonie. À la fin, il y a tout le temps un repas. Puis le repas fait partie de cette cérémonie-là. Puis la bouffe est là parce que c'est fait par amour, c'est fait par fierté de qu'est-ce qu'on a sur notre territoire. Puis on le partage avec les gens, de la communauté et les invités. Fait que parfois, j'allais à la Maison Longue à Wendake, là.
votre conjoint était là. Il apporte tout le temps de la bouffe. Moi aussi, j'apportais Oui. de la bouffe. Fait que c'était cet échange-là, culinaire-là, à la fin du cérémonial qui faisait que ça scinde les esprits qui étaient là. Oui, oui. Ça met fin à la cérémonie d'une bonne façon, puis on part revitaliser du cérémonial, mais de la bouffe aussi. Fait qu'elle, elle est partie vivante là, de cette cérémonie-là. Oui, c'est une place importante. Puis, je sais que nous, moi, tu sais, étant de la nation Atikamekw, nous, on a un terme en Atikamekw qui s'appelle Makoucham, en fait, qui appelle au rassemblement. Tout le monde amène un plat, le fameux potluck, en fait, nous, ça s'appelle le Makoucham. Et régulièrement, ça fait partie que ce soit un événement, il y a toujours de la bouffe, il faut toujours mettre de la bouffe à quelque part, peu importe l'événement, le thème. Et je pense que ça permet de réunir les gens puis de passer un agréable moment, justement, en mangeant autour de plats. Puis souvent, c'est quand je vois la bannique de madame, tu sais, d'une des mamans que je connais, c'est la meilleure d'Auberjoine. Tu sais, tout le monde amène leur spécialité, puis là, on est là, oh yes, on va avoir tel plat de telle personne, puis ça fait des fils, là. C'est un beau partage, en tout cas, ça fait des beaux moments, là. Ça me fait penser... Tu sais, là, je remets mon chapeau de conseiller. Là. Oui. Même dans la loi sur les Indiens, on avait interdit les potlucks. À une époque, ça faisait partie du cérémonial, surtout en Colombie-Britannique, ils appelaient ça des potlucks. Et c'était un article de loi qui disait que c'était interdit de faire des potlucks parce que c'était tellement rassembleur. Puis on a tenté de nous enlever ça, cet élément culturel là, de l'alimentation et le spirituel. C'était une note qui était... Bon, ben si ça a été enlevé, ramenons retiré, ça là, et célébrons le retour. Je peux pas croire qu'on nous a enlevé cet élément si important pour les familles ou les communautés. Là. En tout cas, j'en tombe un peu dans le bas de ma chaise. Là, ça, c'est de la jalousie, étant donné qu'on est d'excellents cooks. Comme tu disais, on a chacun notre spécialité, puis c'est une fierté de la partager. Là, fait que c'est ça oui. Hey, ton gibier préféré, c'est quoi, toi, ton plat préféré de gibier? Moi, j'aime l'outarde bien apprêtée. Oui? Oui, cuit au four longtemps. Longtemps, tranquillement, pour que le gras se mélange à la petite viande, puis je prends le petit gras qui coule de ça pour faire de la bannique avec, là, pour agrémenter le tout. Ça goûte le bois, hein, l'outarde, là. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé. Ouais, pour nos auditeurs, ça goûte le boulot. Non, c'est pas non, mais c'est une noix, hein? C'est comme une noix, sauf que la viande est foncée. Elle n'est pas claire comme une dinde ou... non, une dinde, c'est pas une noix, mais comme une noix blanche. Je sais pas, j'ai pas essayé d'autres sortes de noix, là. Quoique le canard, ça a une viande un peu plus pâle, là. Non, c'est pas vrai, c'est foncé. En tout cas, bref, c'est un oiseau avec une chair foncée, puis ça a le goût vraiment, je trouve, un bon goût de gibier, ou qu'on pourrait dire que ça goûte un peu le bois, à la limite. Il y avait le castor. Récemment, j'ai goûté deux castors cuisinés par deux personnes différentes. J'avais tout le temps goûté du castor, puis j'aimais pas ça, parce que ça goûtait le tremble, ça goûtait le sapinage, c'était pas bon. Puis en bout de ligne, j'ai eu des discussions avec les deux chefs qui ont cuisiné le castor pour en venir à la conclusion, ça dépend c'est qui le fait. Qui le fait. Puis c'était aimé vraiment ça? bon. J'ai vraiment apprécié. Fait que j'ai changé mon fusil d'épaule. J'apprécie beaucoup le castor maintenant, la façon qu'il était apprêté. Oui, moi aussi, le castor, c'est pas quelque chose que je me pitch sur le plat, là, en tant que tel. Mais effectivement, ça dépend à qui. Mais je sais qu'il y a des aînés, quand ils voient le castor, sont là. Je sais que ça salive quand ils voient. Donc, j'imagine que c'est en fonction vraiment de comment on l'apprête et comment il est fait. Mais là, fait que dans le fond, c'est ça, je faisais le tour des gibiers parce que ça, c'est comme quelque chose de vraiment central, presque dans notre alimentation. Puis avec le temps, tu sais, nous, on se compliquait pas trop la vie en cuisine. C'est surtout des méthodes, des techniques. Hein? On faisait pas des grandes recettes élaborées quand on cuisinait le gibier traditionnellement, mais c'est surtout des méthodes, des techniques, des cuissons sur le feu. Tu
tu sais, oui, bouilli, entre guillemets, en faisant une base là, de sauce, là, en genre de civet. Là. Quand je fais mon lièvre, par exemple, c'est comme une sorte de civet, là, je dirais, quand je le cuisine. Puis sinon, ben aujourd'hui, on utilise beaucoup le four aussi pour cuire nos gibiers. Là. C'est là pour ça aussi. Oui, puis la fameuse panne en poêle, là, hein, dans le fond. La poêle de fonte, parce que, tu sais, bon, là, dans nos maisons, on a des fours, mais quand on va dans le bois, on n'a pas de four. Fait qu'il faut cuire sur le poêle à bois, souvent, sur nos petits ronds Coleman. Donc, on fait beaucoup frire de plus en plus. Puis, j'arrive à un clin d'œil aussi, tu sais, comment on a évolué on a fait évoluer nos mets. Puis, tu sais, dans le titre d'émission d'aujourd'hui, de la balado, je veux dire, c'est hamburger à Tikamek, lièvre et chips au ketchup. Je reviens avec mes fameuses chips au ketchup, mais le hamburger à Tikamek, c'est quelque chose qui est pour les Atikamekw qu'on a adopté il n'y a pas si longtemps. C'est pas quelque chose qu'on voyait il y a 40 ans dans nos mets traditionnels, mais depuis une vingtaine d'années, c'est omniprésent. Si vous allez dans un Pawa à Atikamekw, vous allez sûrement trouver des hamburgers à Atikamekw. Et en fait, c'est notre base de recette de bannick qu'on va fourrer, en bon québécois, de viande hachée d'orignal pour nous. Oui. Et ensuite, on fait une sorte de chausson avec ça et c'est frit. Et c'est ce qui fait notre hamburger à Atikamekw et c'est quelque chose qui est très populaire, en tout cas. C'est très, très populaire. J'ai découvert ça il y a une dizaine d'années dans un power, justement. Puis, je suis tombé en amour avec l'hamburger à Atikamekw. C'est décadent, là. C'est gras, c'est bon, c'est juteux. Il y a des petits oignons dedans. Oui, dans la petite viande hachée, là. Puis, c'est accompagné de croquettes de doré aussi, là. Oui, non, ça en fait partie de pas mal les musts c'est une à nouvelle manger. tradition qui va prendre le dessus sur les Indian tacos dans les power. Ça va être... D'ailleurs, parlons-en de l'Indian taco. Ça aussi, c'est quelque chose qui est nouveau aussi. Nouveau, c'est pas nouveau, mais ça faisait pas partie de notre culture traditionnelle alimentaire, le fameux Indian taco. Puis en même temps, c'est un peu comme comment on a fait évoluer nos mets aussi traditionnels autochtones, c'est que l'Indian taco a inspiré un peu du fameux taco, mais c'est une base de bannick frit. Hein? Oui. Et on y ajoute, on se fait un chili, là, un petit chili souvent de viande de gibier. Et avec un peu de saveur, un peu tomaté, on va y rajouter il y en a qui vont mettre des fèves, des fèves rouges et un petit peu d'épices. Des fois, ça ressemble plutôt à une sauce à spag, mais moi, je dirais plus chili. Et on va mettre ça sur cette bannick frit et on va le garnir là, de tomates, salade, fromage. Puis, crème sûre. Et crème sûre. Moi, j'ai entendu l'histoire. Non, pas de piment fort. C'est qu'à l'origine, ça s'appelait des Navajo tacos. Ah oui, OK. Ça vient des Navajos. Et étant donné qu'ils sont dans le sud-ouest américain, il y a beaucoup d'influences latino-sud-américaines, mexicaines, de bouffe mexicaine. Oui. C'était une fusion de ces deux aliments culinaires-là. Puis c'était quand même des grosses communautés chez les Navajos, puis il y a des gros powwows qui se fait là. Fait que les gens, ils partaient, ils voulaient pas appeler ça des Navajo tacos, que ce soit des Apaches ou d'autres nations avoisinantes des Navajos. On commençait à nommer ça l'Indian tacos pour pas donner crédit aux Navajos. Okay. Les petites compétitions locales comme qu'on a ici au Québec. Et ça s'est propagé tranquillement d'un power à l'autre. Ça s'est déplacé, puis ça s'est rendu. Tu vas sur les powers de la Côte-Nord, il y a des Indian tacos. Partout en Amérique maintenant, il y a des Indian tacos, mais à l'origine, ça c'est l'histoire qui m'avait été racontée, c'est que ça vient de la nation Navajo. Mais c'est pas fou parce que c'est vrai qu'ils sont proches justement là, du Mexique et ça me surprend pas qu'il y ait eu une fusion ou une influence en tout cas. Puis effectivement, dans tout bon power, il y a quelqu'un qui va proposer sa version là, d'Indian Taco à essayer si jamais vous allez dans un power là, pendant l'été.
justement, je trouve ça intéressant. Comment aussi, comment on a mixé, hein, on s'est influencé aussi. Puis, je pourrais en nommer plein d'exemples, mais aurais-tu un exemple de chez Abenaki, là, d'un mets qui était soit influencé peut-être par l'héritage britannique ou par la culture Ben, la bannique en québécoise? tant que telle, là, Oui. c'est les Écossais qui ont débarqué. Ah oui? Au début de la colonisation, là, les Britanniques, eux, envoyaient les Écossais. On connaît John Hay, c'était un Écossais, ça. Là, puis, il était le père de la Confédération canadienne, puis tout ça. Il y avait beaucoup d'Écossais qui venaient dans les communautés Oui. ou qui s'occupaient des postes de traite. Si on pense à la baie du Thon, là, toutes les Mackenzie, les Inuits de la Côte-Nord, Oui. ça découle de mariage entre des responsables des postes de traite écossais et des Inuits. Oui, Mackenzie, c'est un nom très écossais, oui, en effet. C'est le pain traditionnel, la bannock des Écossais, qui était adapté, qui était facile à faire. C'est de la levure instantanée. Puis, ça se fait. C'est quelque chose qui était qu'on s'est approprié. Oui, carrément. Pour pas se faire dénigrer d'appropriation culturelle. Là, mais c'est un aliment qui est devenu la base de notre alimentation. Puis ça s'est propagé partout en Amérique du Nord. Chaque nation a sa version de bannick, que ce soit la Côte-Nord. On fait beaucoup dans le sable. Chez les Abénakis, on fait sur la poêlonne en fonte ou au four. Plus facilement et plus gras décadent, c'est la frie. La fameuse la bannick frie que, d'ailleurs, je dis, avec une confiture de bleuet, de la bannick frie, c'est à se tomber, en tout cas, délicieux. Et le petit... Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Une petite croûte croustillante, chaude, qui fait fondre le petit fruit qui se fusionne entre les deux, puis la première bouchée avec la petite stime qui monte, là. Ouais, c'est bon. Oui, le gras et le sucre, c'est toujours un mariage parfait. Mais oui, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que la bannick, nous, on pense que c'est rendu tellement normal d'avoir de la bannick dans notre culture que, tu sais, la farine, c'était pas quelque chose qui était accessible. Mais quand, assez rapidement, là, les communautés, les nations ont adopté dans leur mets de base la farine pour justement faire la bannick. Puis, tu sais, tu parlais de les différentes méthodes de cuisson pour faire le pain bannick, mais je le sais que la même recette, nous, on le met beaucoup dans nos civets. Exemple, le fameux lièvre, là, nous, on le fait en shibaigen, qu'on appelle. C'est-à-dire, c'est la même base de recette d'une bannick, sauf qu'en boule, on le dépose dans après qu'on ait cuit au moins une demi-heure, 45 minutes, là, notre civet de viande là, dans la sauce, là, on va y déposer nos boules, entre guillemets, de bannick, et elle va cuire dans la sauce à vapeur. C'est comme des grands-pères, en fait, salés, que nous, on appelle shibaigen, puis qu'on a un peu, tu sais, décliné, là, avec la recette de base de bannick, en fait, qu'on appelle. Je sais pas si tu as déjà goûté, sûrement. Justement, ma conjointe, là, elle a fait récemment avec la perdrix. Oui. Elle l'a partagé lors d'un festin communautaire où c'est qu'on apprêtait des aliments traditionnels. Il y a eu un gros festin au mois d'octobre dernier à Odanak et c'était le bureau du territoire qui proposait des aliments du territoire. Fait qu'il y avait des salades au riz sauvage. Ma conjointe Catherine avait fait le shibaigen avec la perdrix que mon ami avait chassé, nous avait donné. Ouais. Le permis d'expliquer à la communauté. Voici un repas traditionnel à Tikamek. Chez nous, on appelle ça des dumplings. Ah oui, il faisait ça anciennement. Mon oncle faisait ça, il appelait ça des dumplings. Okay. C'est un peu le même principe. Ben, c'est parce que c'est bien à faire, dans le sens que quand on est au chalet, qu'on n'a pas de four, ben ça nous fait un plat avec une base de gibier comme ça, puis tu mets tes boules là-dedans, puis c'est vraiment réconfortant. C'est vraiment confortant. Ça prend tes glucides avec tes protéines. Oui. Puis même, on pourrait le décliner la même, sauf on pourrait y rajouter un peu de sucre, là, mais avec les bleuets.
faire quelque chose de plus sucré. C'est qu'avec notre fond de bleuet, là, comme notre sauce de bleuet, là, on rajoute cette pâte-là, ces boules-là, et ça nous fait des grands-pères au bleuet, en fait. Chez nous, c'est la fraise là, qui c'est pogne. notre petit fruit. Il n'y a pas beaucoup de bleuets, mais beaucoup de fraises. Ça rentre beaucoup dans nos cérémonies, puis tout ça, puis nos chants. Puis... On en a un petit peu, mais ça va vite, les fraises, au mois de juin, mais on est dans la profusion de bleuets à l'eau. On devient fou comme des balais, là. Moi, je sais, je suis allée cette année, on en a eu beaucoup, puis je me couchais le soir, je voyais bleu, parce qu'il y avait des bleuets, là, incroyables. On est vraiment chanceux d'avoir ce fruit-là chez nous. Puis... Je voulais mentionner quelque chose avant d'oublier. C'est la chasse communautaire. Oui, on parlait de gibier. Chez nous, on a une chasse communautaire puis une pêche communautaire. Chez les Abénaquis d'Odanak et les Abénaquis de Wallinac. On abat 30 chevreuils par année. Il y a une délégation de chasseurs communautaires qui planifie la chasse. Ça se fait surtout en Estrie, sur notre territoire traditionnel. On va chasser quand même sur nos terres ancestrales qui vont de la rivière Chaudière à la rivière Richelieu, le fleuve jusqu'aux lignes américaines. C'est notre territoire traditionnel. Et il y a beaucoup au sud du Québec des plantations de sapins de Noël puis de cèdres. Puis eux sont infestés de chevreuils. Fait que la chasse communautaire, on l'a fait là-bas. Ça baisse le cheptel. Ça aide les producteurs, puis ça libère le gibier qui est dans notre secteur, qu'on réserve pour nos chasseurs locaux. Et une fois que le gibier est abattu, il est amené chez le boucher, puis on en fait une distribution via le centre de santé. On distribue auprès des aînés, des familles à faible revenu, des familles monoparentales et des soupers communautaires. C'est disponible pour ceux qui veulent mettre du gibier dans leur plat préparé, qui n'ont pas accès au gibier ou qui ne vont pas à la chasse. Et il y a la possibilité d'avoir accès à ce viande-là à l'année. Ah, bien, c'est vraiment une belle initiative, parce que c'est vrai, de plus en plus, on voit ce genre de projet-là, initiative-là dans les communautés. Puis merci d'en parler, parce que je sais que ça existait aussi dans le Nord. Hein. Ils ont comme des genres de gros frigos communautaires où les gens, quand ils ont eu une bonne chasse ou une bonne pêche, allaient donner une partie de leur chasse-pêche. De toute façon, on le faisait déjà d'emblée en famille. Traditionnellement, quand on chassait un gros gibier, on le partageait dans la famille, mais là, il y a aussi ce partage communautaire-là, puis je trouve ça vraiment oui, c'est bien. important. Chaque personne a son rôle dans la communauté, puis le chasseur est aussi important qu'un leader communautaire. Exact. Il y a beaucoup de familles qui n'ont pas de chasseurs dans leur famille, qui n'ont pas accès au gibier. C'est une façon de redistribuer la richesse avec la communauté. Bien, vraiment intéressant. Merci d'avoir incité pour en parler, parce qu'effectivement, au-delà de manger, la culture culinaire amène aussi des valeurs de partage, mais aussi comme tu dis, de redistribution. On a parlé de respect, hein, aussi, de respect de la nature, de l'animal, mais aussi cette coopération-là ou cette collaboration-là, qui existe encore aujourd'hui là, dans nos communautés. En tout cas, merci Jacques là, pour cette... Bref, hein, on pourrait en parler tellement. Là, il me vient plein d'idées en tête. Il faut refaire ça. En tout cas, là, j'ai faim, moi. Mais merci en tout cas d'être venu nous parler non seulement de ton entreprise, hein, Sagamité Watso. Là, on suivez ce produit-là, essayez-le. Je suis sûre que vous allez être surpris, mais aussi vous allez faire une belle découverte là, justement de la culture culinaire autochtone. En tout cas, un petit avant-goût de la culture culinaire autochtone, mais aussi surtout chez les Abénaquis. Puis, je pense que je terminerai avec... tu sais, on a parlé beaucoup de choses, mais je terminerai avec le fameux chip au ketchup. Est-ce que tu connais la marque Tomahawk? Tomahawk? Non, je connais pas. En fait, là, et je sais pas pourquoi, mais on les retrouve pas. C'est une autre initiative là, de bouffe, mais des chips, en fait. Nous, on est des mangeurs de chips. Hein? Alors, j'avais découvert ce produit-là. Ça s'appelle les chips Tomahawk. Et il y avait une série de saveurs, mais leurs chips au ketchup, c'était les meilleurs que j'ai goûtés. Mais je sais pas, depuis 1 an, j'arrive pas à trouver ces chips-là, mais j'ai trouvé
tellement bonne, c'est dommage. En tout cas, je fais un appel. Un appel à tous, ou même aux gens qui ont la compagnie Tomahawk. On veut avoir vos chips, s'il vous plaît. Puis non seulement, ils étaient bons, leurs chips, mais leur sac de chips, il était magnifique. Ils ont mis des œuvres d'art sur leur sac de chips. Sont toutes uniques pour montrer chaque saveur différente. Puis, en tout cas, ça manque à nos tablettes, les chips Tomahawk. En tout cas, j'espère que ces fameuses chips-là vont revenir. Et je sais que c'était des Autochtones qui avaient créé cette marque-là de chips. En tout cas, j'espère les retrouver. Ah, ben, c'est un appel à tous. Oui. C'est important, les chips au ketchup. J'ai de la famille américaine qui, quand ils viennent ici au Québec rendre visite, ils partent toujours avec... Leur sac de chips au ketchup? Il y a juste ça au Québec? Oui, juste ça. Au Canada. Bon, soyons frères de nos chips au ketchup. En tout cas, merci encore, Miigwech, Wilny, en Abenaki, qui veut dire merci. Alors, merci beaucoup, puis on va continuer de suivre dans tes aventures culinaires. Jacques Miigwech. Sagamitewatso.com. Si jamais vous voulez, bonne sagamité. C'est comme ça qu'on va se le concilier. Un haricot à la fois. Oui, ça finit bien, Miigwech, Jacques. Merci. Les rencontres du Nitaskinan sont une activité de la programmation de l'espace culturel Onigam. Merci à nos partenaires pour la concrétisation de ce projet. À la coop Bleu Forêt, à la Gazette de la Mauricie, à Noël Labelle pour la musique, ainsi que les partenaires financiers Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Patrimoine Canada, la ville de Shawinigan. Miigwech! Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino.